Bonjour Georges Hazard. Bonjour Nanette. Vous vous présentez pour les Français de l'étranger, donc dans la 10e circonscription pour Reconquête aux législatives françaises qui arrivent à grands pas. Vous êtes né en Afrique, en Côte d'Ivoire plus précisément, où vous avez grandi d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la politique ? Je vous remercie de m'inviter sur votre radio ce matin. Je suis effectivement franco-libanais, né en Côte d'Ivoire. Je suis d'origine libanaise par mes parents et né en Côte d'Ivoire où j'ai vécu très longtemps, où j'ai des attaches encore très fortes, qu'elles soient professionnelles ou familiales. Et je vis à Paris aussi depuis très 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 longtemps, depuis 95 quand je suis rentré pour continuer mes études et où j'ai développé mes activités professionnelles. J'ai 44 ans, je suis expert comptable, commissaire aux comptes de formation initiale. J'ai un cabinet à Paris. Je suis aussi fiscaliste, que je suis titulaire d'un Master 2 de droit, spécialité droit fiscal, et je suis spécialisé en fiscalité internationale et contentieux fiscal. Je siège dans différentes commissions des impôts en France, à Paris, et donc je connais bien les problématiques de fiscalité internationale. J'ai des clients au Liban, aux Émirats, en Afrique, et enfin depuis 2018 j'ai eu la possibilité d'intégrer l'École nationale de la magistrature et je suis juge au tribunal de commerce de Paris, et je partage ma vie entre Beyrouth et Paris. Pour répondre à votre question, parce que moi j'ai toujours été quelqu'un de droite. En 95, j'avais rejoint le RPR à l'époque de Jacques Chirac. Après, j'ai milité pour Nicolas Sarkozy. Pareil, j'ai été assez déçu de Nicolas Sarkozy, notamment en matière de politique internationale. Et donc j'ai plus vraiment milité, adhéré à un parti jusqu'à l'été 2021, quand Éric Zemmour a commencé à parler d'une éventuelle candidature. Je regardais ça un peu de près. J'ai pas tout de suite adhéré. Je suis resté un peu en retrait. J'ai regardé un peu ce qu'il allait proposer. Et j'ai attendu le discours de Villepinte. Et au discours de Villepinte, j'ai retrouvé toutes les valeurs du gaullisme que j'aime, c'est-à-dire le patriotisme, aimer la France. Je suis un amoureux de la France, j'aime la France, j'ai pas honte de le dire, je suis fier d'aimer la France et je pense que la France mérite notre amour. La France est un beau pays et on a le droit d'aimer la France. Et j'ai trouvé dans le discours d'Éric Zemmour un vrai patriotisme et aussi la souveraineté. La souveraineté, je suis souverainiste et je trouve que la France n'a plus à devoir à subir une politique qui est dictée par des puissances étrangères ou des lobbies étrangers. On doit retrouver notre souveraineté et décider par nous-mêmes de ce que nous souhaitons. Je souhaite cette souveraineté aussi pour le Liban. Peut-être qu'on reviendra un peu plus tard là-dessus. Mais voilà, et je suis aussi nationaliste, c'est-à-dire préserver l'intérêt national, les industries, l'économie, l'emploi national. Alors si vous êtes élu, vous allez devoir vous occuper des Français de l'étranger, au Liban, au Moyen-Orient et en Afrique aussi. Qu'est-ce que vous allez leur proposer de plus ? Alors, vous savez, moi, je suis français de l'étranger depuis des générations, puisque c'est mon grand-père qui a émigré en Afrique. Je connais très bien la problématique des Français de l'étranger, les problématiques des Français de l'étranger. Mon équipe de campagne est composée essentiellement de Français de l'étranger. Mon suppléant est basé à l'île Maurice, il y est depuis plusieurs années et j'ai suis entouré de 25 personnes qui sont toutes des Français de l'étranger et qui sont dans différents pays de la circonscription. Aujourd'hui, les Français de l'étranger subissent de véritables discriminations, qu'elles soient sociales, administratives, ou fiscale. Au titre de ces discriminations, par exemple, un élément important, et c'est arrivé depuis 2017, depuis l'arrivée du président Emmanuel Macron, il y a eu une fermeture arbitraire des comptes bancaires des Français à l'étranger. Il n'y a aucune raison à cela, si ce n'est purement idéologique. Aujourd'hui, il est quasiment impossible pour un Français de l'étranger de pouvoir avoir un compte en France. Ça, c'est inadmissible et c'est une injustice. Et je voudrais réparer cette injustice et rétablir la situation telle qu'elle était avant 2017 et permettre à chaque Français de pouvoir au moins conserver un compte en France sereinement, sans être inquiété, sans devoir justifier 1001 documents impossibles ou devoir recevoir un courrier et lui dire vous fermez votre compte, vous avez 60 jours pour récupérer vos fonds. Alors, il y a un souci important que portent les Libanais qui est celui de l'accès à l'école. Avec la crise économique, ce souci s'est multiplié. Les petits Français
qui habitent le Liban devraient pouvoir accéder à une éducation gratuite normalement, non? Alors non, là je suis pas tout à fait d'accord. L'éducation ne peut pas être gratuite pour les Français de l'étranger. C'est pas, je devrais pas dire ça mais c'est une réalité. Il faut pas non plus pour remettre. Moi, je suis quelqu'un, je me suis engagé par conviction pour dire la vérité et pour me battre de manière franche et honnête. Je ne peux pas dire que les Français de l'étranger doivent avoir une école gratuite pour une raison toute simple, c'est que nous ne payons pas ou très peu d'impôts en France, à part sur les revenus de sources françaises. Donc on ne peut pas revendiquer non plus avoir une scolarité gratuite, c'est pas possible. Et c'est pas quelque chose qui est dans mon programme. Par contre, ce qui est dans mon programme et ce pourquoi je me battrai, c'est de doubler le budget social de l'État à l'AEFE. L'AEFE qui est l'institution qui gère les écoles françaises à l'étranger. Ce budget social, il faut savoir que depuis l'arrivée du président Emmanuel Macron en 2017, a déjà été amputé de 43 millions d'euros. C'est-à-dire il a été amputé de 33 millions en 2017 et de 10 millions l'année dernière. Pour comprendre exactement, en doublant ce budget, qu'est-ce que ça permettrait? Alors justement, j'y arrive. Je vous remercie, c'est une bonne question. En doublant ce budget, on va doubler les capacités financières d'allocation de bourses aux familles en situation sociale limite, difficile, etc. Je trouve que c'est important que tous nos enfants français de l'étranger, où qu'ils soient, puissent bénéficier des collages. Et ça va plus loin aussi. Aujourd'hui, on a des compatriotes qui sont établis dans des territoires un peu éloignés où il n'y a pas de lycée français. C'est pas tous les territoires de la circonscription qui ont des établissements français qui sont en gestion directe ou sous contrat, etc. Donc, ils font appel au CNED. Bon, je voudrais que les frais du CNED soient pris en compte par la bourse, qui n'est pas le cas aujourd'hui, de manière à permettre à nos compatriotes qui sont dans des territoires reculés en Afrique, etc., de pouvoir scolariser aussi leurs enfants au CNED, qui n'est pas gratuit non plus, qu'il faut payer, qui a un coût. Et ce coût pourra être pris en compte dans le cadre de la bourse. Donc voilà, c'est ouvrir l'aide sociale à tous nos compatriotes de manière à ce que tous nos enfants puissent bénéficier d'une scolarité de qualité. Hormis la question bancaire et éducative, quelles sont les autres priorités que vous aurez à traiter? Alors il y a aussi une autre priorité, il y a deux priorités très importantes pour moi. Il y a le social avec la couverture médicale. Aujourd'hui, moi je sais très bien de quoi je parle puisque je suis de l'étranger, français de l'étranger, et je connais très bien, mon père a été malade pendant de très longues années et c'est grâce à la couverture médicale qu'il a pu s'en sortir. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de nos compatriotes qui ne peuvent pas bénéficier d'une couverture médicale digne, voire même d'une couverture médicale tout court, parce que soit elle est trop chère, etc. Et je veux réformer un de mes premiers axes de ma mandature, ça sera de réformer la CFE. Aujourd'hui, la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, donc la sécurité sociale des Français de l'étranger, c'est assez simple, c'est une seule offre, c'est tout ou rien. Et donc, c'est une offre qui est assez bien faite, qui est complète. Elle vous couvre, j'irai jusqu'à vous dire, vous avez un rhume, vous êtes couvert, vous avez un bobo à l'orteil, vous êtes couvert. Mais il y a beaucoup de Français nos compatriotes, qui ne veulent pas de ça, qui veulent être couverts en cas de grosses maladies, en cas de gros pépins de santé, que Dieu ne plaise, et qui s'en foutent d'être couverts pour un rhume. Et je voudrais déjà diversifier les offres de la CFE de manière à ce que chacun de nos compatriotes puisse choisir l'offre qu'il veut et non pas une offre tout ou rien, 0 ou 1, c'est pas binaire. Et ensuite, je voudrais aussi permettre, aujourd'hui, vous avez des seuils qui sont très très bas à partir desquels on déclenche la prise en charge de la CFE. Par exemple, à Madagascar, ce seuil est à 168 €. C'est-à-dire que si vous gagnez moins de 168 € par mois, votre CFE est prise en charge par l'État. 168 €, c'est quand même pas grand-chose. Je veux dire, c'est très très faible, 168 €. Je voudrais doubler ces seuils-là, de manière à permettre à un plus grand nombre de nos compatriotes de pouvoir avoir une prise en charge d'une partie ou de la totalité, en fonction des ressources, de la couverture médicale. De manière entre l'offre qui sera plus diversifiée, le doublement de seuil de prise en charge, et de réduire aussi les coûts. Parce qu'on peut discuter, on a 49 pays, on a quand même une population assez grande, donc on peut aussi négocier des tarifs. Il y a aussi un truc qui n'est pas normal aujourd'hui, quand vous êtes à la CFE, notamment par exemple au Liban, parce qu'on est au Liban, vous avez des établissements qui vous sont imposés.
Bon, mais pourquoi on vous impose des établissements? Vous devez pouvoir être libre d'aller vous faire soigner où vous voulez. Pourquoi on va vous imposer tel établissement et pas tel autre, etc. Et ça aussi, il faudra travailler dessus. Vous devez pouvoir, en tant que Français de l'étranger, aller vous faire soigner où vous voulez et vous devez avoir votre couverture médicale. Et ça, ce sont des axes importants de mon programme. La réforme de la couverture médicale sur tous ces aspects-là. Et vous me demandez quels sont les axes. Il y a un autre axe qui est aussi la fiscalité. Je vous ai dit au début de ma présentation, je suis fiscaliste, donc je mesure très bien les injustices fiscales que subissent nos compatriotes français de l'étranger. Vous avez une des injustices fiscales qui est très importante, c'est la CSG. Aujourd'hui, vous vous retrouvez à payer de la CSG sur vos revenus du patrimoine de source français. C'est une injustice puisque la CSG est destinée à la sécurité sociale. Or, les Français de l'étranger ne bénéficient pas de la sécurité sociale. D'ailleurs, ce cas a été tranché en 2015 par l'affaire de Reuters, par la Cour de justice de l'Union européenne, qui a enjoint à la France de restituer la CSG pour tous les Français européens. Alors, on va un tout petit peu expliquer à nos auditeurs ce que c'est que la CSG. La CSG, c'est une contribution sociale un peu hybride qui a été créée à l'époque par monsieur Rocard, qui était provisoire, qui avait un taux à l'époque, je ne veux pas dire de bêtises, mais qui était de quelques pourcents, bref, ça n'a pas beaucoup d'importance, qui était provisoire et qui était destiné à combler le déficit de la sécurité sociale. Mais en France, dès qu'il s'agit de taxes, c'est toujours provisoire, mais ça finit par être pérenne. Et aujourd'hui, 30 ans après, la CSG est là et elle est à 17,2. Elle a été augmentée par le président Macron quand il est arrivé au pouvoir. En 2017, il a porté à 17,2. Donc, elle contribue à combler le déficit de la sécurité sociale. Mais en tant que Français de l'étranger, vous ne participez pas à créer ce déficit de la sécurité sociale et en plus, vous ne bénéficiez même pas des prestations de la sécurité sociale. Et c'est en ce sens-là que la jurisprudence de Reuters de la Cour de justice de l'Union européenne a dit à la France, vous devez restituer à tous les Français dans l'Union européenne la CSG que vous avez indûment prélevée. Sauf que la Cour de justice de l'Union européenne s'applique aux Européens, mais pas aux extra-européens. Et donc la France a continué, Bercy en tout cas, continue jusqu'à aujourd'hui à appliquer cette CSG à tous les Français extra-européens. C'est rétabli hors territoire de l'Union européenne. Eh ben, je voudrais porter une proposition de loi claire en supprimant la CSG pour les Français de l'étranger. Une autre proposition, vous savez qu'aujourd'hui en France, un Français de l'étranger paye en moyenne, c'est le rapport GNT de 2020, c'est pas moi qui le dis, qui paye en moyenne 65% d'impôts de plus à revenu égal situation de famille comparable qu'un Français établi en France. C'est quand même une injustice. C'est-à-dire, vous avez la même situation de famille, vous avez les mêmes revenus, vous payez 65% d'impôts en plus, tout simplement parce que vous êtes Français de l'étranger. Ça, c'est une vraie injustice fiscale. Eh bien, je voudrais faire cesser cette injustice fiscale, rétablir de l'équité fiscale en tous les Français, qu'ils soient de métropole ou qu'ils soient de l'étranger, en permettant à tous les Français de pouvoir bénéficier du barème de l'imposition au barème progressif, sur option et sans justificatif. Pour rentrer dans des détails un peu plus techniques, je ne sais pas si le temps nous est accordé, mais je peux, par exemple, aujourd'hui, vous pouvez bénéficier du barème progressif, mais vous devez justifier que sur tous vos revenus mondiaux, vous êtes éligible à un taux, parce qu'aujourd'hui, vous êtes imposé à un taux minimum forfaitaire de 20%. Donc, pour pouvoir bénéficier du barème progressif qui commence à 0%, 5, 5, 14, etc., vous devez justifier que vos revenus mondiaux vous permettent d'avoir un taux d'imposition inférieur à 20%. Donc déjà, c'est très compliqué de justifier de tous ces revenus, mais c'est aussi compliqué pour l'administration fiscale, il ne faut pas se méprendre, parce que l'administration fiscale aussi, devoir aller justifier, vérifier tout ça aussi, c'est du boulot. Pour eux, ils ne sont pas préparés à ça, ils ne le veulent pas non plus. Donc ça va simplifier et l'administration fiscale qui le réclame aussi quelque part, et nos compatriotes qui pourront bénéficier d'un barème plus juste et baisser leur facture fiscale. Et certains qui se retrouvent imposés aujourd'hui à 20%, être imposés à 0% quand on prendra en compte la situation de famille, les enfants, le quotient familial, etc. Et une dernière mesure très importante de mon programme, c'est la résidence en France. Aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes français de l'étranger conservent en France une résidence plus comme un pied-à-terre. Un pied-à-terre pour faciliter les retours en métropole. C'est sûr que quand on a un pied-à-terre en France, on peut plus facilement rentrer sur le territoire que si on devait faire des réservations d'hôtels, etc. Et aussi, on a beaucoup de compatriotes qui sont dans des territoires hostiles, difficiles, situation politique changeante et qui doivent du jour au lendemain quitter le pays pour quelque temps et revenir une fois que la situation est pacifiée. Et ils gardent un peu ce pied-à-terre, cette résidence en France, comme un refuge.
Eh ben Bercy voit ce petit pied-à-terre, là, cette résidence-là, comme un château, et la taxe au titre des résidences secondaires. Donc, c'est-à-dire taxe sur les locaux vacants, taxe d'habitation multipliée par 2, par 3, par 4, impôt sur la plus-value. Et au final, nos compatriotes français de l'étranger se retrouvent tellement par peur du fisc et de Bercy à vendre ce bien-là, et du coup, rompt un des derniers liens qu'ils avaient avec la France, avec la métropole. Eh bien, je porterai proposition de loi claire qui fiscalisera la résidence en France d'un Français de l'étranger au même titre que la résidence principale d'un Français établi en métropole. Voilà des mesures claires, précises au niveau fiscal pour établir l'équité entre nos compatriotes établis à l'étranger, qu'ils soient Français de l'étranger, expatriés, binationaux, comme il y en a beaucoup au Liban, majorité binationale, ou ailleurs aussi, il y a beaucoup de binationaux. En gros, en moyenne, il y a 55% de binationaux à l'étranger. Ouais. Ça fait beaucoup. Oui, 55%. Et donc voilà, porter pour tous nos compatriotes, quel que soit leur lieu de résidence, quelle que soit leur situation, ces mesures-là pour rétablir plus d'équité fiscale, équité sociale avec la CFE, comme je l'ai dit, la réforme de la CFE pour que le plus grand nombre de nos compatriotes, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation financière, puissent bénéficier d'une couverture médicale digne. Et l'éducation pour que le plus grand nombre de nos enfants puissent aller à l'école et recevoir un enseignement de qualité à travers la bourse qui sera allouée à leurs parents pour la prise en charge des frais d'écolage, et aussi l'administratif. Et un dernier point sur l'administratif, il y a des restrictions budgétaires très fortes sur le budget 151 du ministère des Affaires étrangères, et qui font que, par exemple, dans les relais consulaires ferment. Là, j'étais à Maurice, j'ai rencontré des compatriotes qui me disaient que des consulats ont fermé parce que justement les départs en retraite ne sont pas remplacés, des restrictions budgétaires, etc. Donc des relais consulaires, des services consulaires ferment. Et qui c'est qui en paye le prix? C'est nos compatriotes, parce que pour faire des formalités, ça devient très compliqué. À Maurice, par exemple, c'est des îles, ils doivent prendre l'avion et tout. Enfin, ça devient... Et c'est pas normal. Je veux dire, on doit pouvoir... On est une grande nation, on est un grand État, on doit pouvoir, tous nos Français, tous nos compatriotes français de l'étranger, où qu'ils soient établis sur une île ou dans l'océan Indien ou au Liban ou n'importe où, doivent pouvoir bénéficier d'un service administratif de qualité. Donc, c'est-à-dire renforcer les outils numériques. Ça se passe très bien, par exemple, dans certains pays qui sont à la pointe au niveau des services numériques. Donc, développer les outils numériques et aussi rétablir les budgets des services consulaires pour pouvoir avoir des services administratifs. Il n'est pas normal aujourd'hui. Bon, au Liban, je sais que le délai pour avoir un rendez-vous au consulat est d'1 mois. C'est beaucoup, mais c'est pas le pire. À Madagascar, c'est 4 mois. Vous voyez, donc, c'est pas normal qu'on ait à attendre 4 mois pour avoir un simple rendez-vous à notre consulat. Dans la misère, on est privilégié finalement. Ouais, on peut dire ça. Mais bon, mais même 1 mois, je trouve que c'est beaucoup. Et il faut réduire ces délais-là à 1 semaine. 1 semaine de 15 jours, déjà, c'est beaucoup réduire à 1 semaine. Donc voilà, je travaillerai dessus. Et un dernier point, et j'arrêterai sur le programme, c'est les consuls honoraires. Je voudrais renforcer les prérogatives et les pouvoirs des consuls honoraires. Parce qu'aujourd'hui, les consuls honoraires, c'est des simples boîtes aux lettres. Bon, je voudrais leur donner plus de pouvoir, qu'ils puissent faire des actes d'état civil, de manière justement à permettre à nos compatriotes établis dans des territoires éloignés où il n'y a pas de service consulaire, de pouvoir avoir une procuration, un document, une certification, une authentification, sans devoir prendre l'avion, le train, le machin, voilà. Donc, renforcement des pouvoirs et des prérogatives des consuls honoraires un peu partout sur la circonscription, et dotation aux services consulaires. Donc voilà un peu les grandes mesures, les grands axes de mon programme pour les Français de l'étranger. C'est un vaste programme, Georges Hazard, pour les Français de l'étranger, mais pour les Français du Liban, qu'est-ce que vous allez proposer spécifiquement? Alors oui, étant franco-libanais, c'est vrai que le Liban est un pays qui est cher à mon cœur. Le Liban entretient avec la France des liens historiques sacrés. Ça remonte à Louis IX qui promettait la protection du peuple français au peuple libanais, en passant par Napoléon III qui est revenu au Liban, et par le général Gouraud qui proclamait avec joie et fierté, c'était ses mots dans son discours, la naissance du Grand Liban. Et ces liens ont toujours été forts. Il y a en quelque part chaque Libanais francophile, francophone, et dans le cœur de chaque Français
Français résonnent quelque part un peu du Liban. Général de Gaulle disait « on ne va pas vers l'Orient compliqué avec des idées simples ». Alors qu'est-ce que je propose? C'est une bonne question. J'avais porté personnellement un courrier d'Éric Zemmour à sa béatitude, le patriarche Raï, dans lequel Éric Zemmour réaffirmait ces liens sacrés que je viens de rappeler et son attachement personnel indéfectible au Liban. Je voudrais, comme l'a dit Éric Zemmour dans son courrier, peser de tout mon poids pour réunir une conférence internationale sous l'égide de l'ONU, avec tous nos partenaires, bien évidemment, de la sous-région, pour rétablir la souveraineté du Liban qui lui fait tant défaut depuis 1969 et qui a amené un peu à la situation du pays que nous avons aujourd'hui, et aussi la neutralité du Liban qui a permis de faire pendant des décennies du Liban la Suisse du Moyen-Orient qu'elle était. Donc voilà mon projet, je dirais, plus personnel pour le Liban, ma mère patrie quelque part, pour rétablir un peu cette souveraineté qui lui fait tant défaut et la neutralité dont elle a besoin et qui a fait sa renommée depuis tant des années. Bonne chance, Georges Hazard. Et aux urnes, citoyens, dernier délai donc, ce dimanche pour ce premier tour. Ça, c'est le vote physique, le vote électronique et ont déjà été clôturés. Absolument, un vote électronique est clôturé depuis hier, 12h heure de Paris. Et il reste le vote physique. Moi, personnellement, j'ai fait le choix de voter physiquement à l'urne, donc le 5 juin, dans les lieux habituels au Liban. Merci de m'avoir invité, ça a été un plaisir de répondre à vos questions.